Mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. On démarrera ce 13h avec la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat non recruté issu de l'enseignement supérieur. Une réunion qui s'est soldée par la prise de nouvelles décisions dans le processus d'embauche et il a été annoncé que 660 nouveaux recrutements se feront cette année 2022. La tribune hebdomadaire du CICG dénommée Tout savoir a reçu cette semaine l'administration douanière qui est allée expliquer les procédures de dédouanement des marchandises aux frontières et la question des véhicules importés en Côte d'Ivoire. On en parle dans ce journal dans une quinzaine de minutes. Les autorités de transition maliennes ont révélé mercredi la création d'un mécanisme de concertation. Son objectif, la définition d'un chronogramme électoral consensuel en vue d'une sortie de crise et d'une levée des sanctions actuellement imposées par la CEDEAO au Mali. Mais ce mécanisme suscite des réactions plutôt mitigées. On en vient tout de suite à cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat non recruté issu de l'enseignement supérieur. Au terme des échanges, les deux parties se sont entendues sur les nouvelles orientations dans le processus d'embauche. Et la bonne nouvelle, c'est que 660 recrutements se feront au titre de cette année 2022. Les précisions de Godefroy Okambawa. Cette rencontre s'est voulue explicative au regard des nouvelles orientations dans le processus d'engagement de ces docteurs non recrutés de l'enseignement supérieur. Un cadre d'échange à l'issue duquel ces docteurs non recrutés s'engagent à œuvrer pour le rayonnement du système de l'enseignement supérieur. Le ministre a eu une oreille attentive à nos cris. C'est vrai que tous les problèmes n'ont pas été abordés et n'ont pas trouvé solution, mais nous avons des acquis. Avec ces acquis, nous pouvons continuer le dialogue. Nous pouvons espérer encore plus. Nous sommes là dans le dialogue, nous sommes tranquilles. Nous allons tout faire pour que le ministère de l'Enseignement supérieur soit serein, pour qu'ensemble, on trouve une solution définitive à cette situation. Parce que dans la crise, on ne peut pas trouver les vraies solutions. Et là, tous les camarades ont compris qu'il faut se calmer pour trouver une solution définitive de cette situation. Et nous sommes heureux. Dans cette dynamique, la tutelle annonce 660 postes budgétaires à pourvoir au titre de l'exercice 2022. Le ministre Adama Diawara a rassuré sur la transparence dans le processus de recrutement. En l'occurrence, 450 postes en termes de recrutement nouveau et de contrat pour ceux qui auraient dépassé l'âge d'entrée à la fonction publique et 210 postes de glissement catégoriel pour ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui ont obtenu leur doctorat. Cette année, nous allons faire en sorte que les choses soient jugées, en tout cas, un peu plus transparentes que ce qu'on fait d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai dit que les jurys seront constitués de façon très transparente avec, si possible, des membres du jury venant de l'extérieur pour étoffer les jurys, j'aurais dit, endogènes. Ils sont près de 3000, ces docteurs non recrutés qui attendent d'intégrer l'administration publique. La plupart d'entre eux sont issus des filières des sciences humaines et sociales. Allons-y maintenant au rendez-vous du MEPS, cette tribune du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour cette deuxième édition qui s'est tenue dans le locaux de l'IPS Ségraeux à Cocody. L'invité était Adama Kamara, une occasion pour le ministre de dresser un bilan des activités de son département et d'en définir les nouvelles orientations. C'était au micro de Jean-Marc Djadji. C'est devant un parterre de journalistes et de directeurs de structures sous tutelle que le ministre Adama Kamara expose sur le bilan 2021 des activités de son département. Nous sommes au rendez-vous du MEPS. À cette occasion, il entretient d'abord son auditoire sur les avancées relatives aux politiques nationales en matière d'emploi, de travail et de protection sociale, les mesures incitatives, l'emploi pour tous, la création d'un régime complémentaire pour les 200 000 agents de l'État et la généralisation de la couverture maladie universelle sont entre autres les nombreux acquis. En 2021, grâce aux mesures incitatives à la création et au maintien des emplois, on dénombre la création de 116 883 emplois formels. La mise en place en 2019 du régime de retraite complémentaire par capitalisation. C'est le levier qui permet aux fonctionnaires de faire une cotisation à consommation différée et sécurisée
Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie, 2 85 301 personnes supplémentaires ont été enrôlées à la CMU, portant ainsi le nombre total d'enrôlés à fin décembre 2021 à 3 244 503 assurés. En termes d'orientation pour l'année 2022, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale envisage par exemple de promouvoir des emplois décents et multiplier les projets d'insertion en faveur des personnes vulnérables dans le pays. La création et l'opérationnalisation du Fonds pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Ce fonds sera principalement alimenté par les contributions des entreprises qui ne respectent pas les quotas de recrutement des personnes en situation de handicap prévus par le Code du travail. L'insertion de 5 477 jeunes et personnes vulnérables dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du dispositif de la plateforme de services, des études sont en cours pour intégrer au panier de soins de la CMU certaines maladies chroniques touchant de plus en plus nos populations, telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Les rendez-vous du MEPS, cette tribune trimestrielle est une opportunité pour les acteurs du ministère de l'Emploi d'échanger sur les problématiques relatives à leur mission et d'accompagner le programme social du gouvernement. Bonois est la première étape de la tournée d'écoute et de réconciliation que vient d'entamer Kakabe. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale passera 2 jours dans cette ville de la région du Sud, Comoé, hier vendredi et aujourd'hui samedi. 48 heures donc pour entendre les populations, les écouter sur divers sujets et tout ce qui pourrait contribuer à la consolidation d'un climat apaisé. Abou Sanogo, de retour de Bonois. Bonois, ville du département du Sud Comoé, située au nord-est du Grand Bassam. Bonois est le plus grand village abouré par la superficie et par la population. C'est dans cette ville que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Kouna-Bertin, a entamé une tournée d'écoute des populations. Après les civilités au sous-préfet de Bonois, Kwadjo Kouna-Bertin s'est rendu à la cour royale. Moment de partage et d'échange avec le roi, la notabilité, les élus et cadres de la région. Depuis quelque temps, les nouvelles qui nous parviennent de Bonois ne nous rassurent pas. Qu'est-ce qui se passe à Bonois? Quelles sont les raisons qui expliquent les nouveaux comportements qu'on nous rapporte à Abidjan? Voir ensemble quelles sont les voies et moyens et les mesures à prendre pour redorer le blason de cette localité. Le Bonois. Le décor étant planté, place aux échanges qui se sont déroulés dans un bel esprit. Le peuple abouré a saisi l'occasion pour faire part de ses préoccupations et veut bénéficier des retombées de la croissance économique du pays. Il a réaffirmé son soutien au chef de l'État, Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est dit, c'est à cœur ouvert, avec sincérité, avec loyauté. Et je crois que le ministre qui a écouté cela, qui a entendu les voix de ceux qui ont parlé ce matin, a dû se faire déjà une bonne idée. Moi, je pars de cette réunion très satisfait, très content parce que nos parents n'ont rien caché. L'objectif de cette rencontre est de redorer le blason de la ville de Bonois. Je repars satisfait et j'ai entendu de belles choses. Bonois m'a dit ne rien avoir contre le président de la République, Alassane Ouattara. Bonois m'a même mis en mission pour que j'organise, je leur trouve une audience, un rendez-vous avec le chef de l'État. Ce que nous recherchons, c'est que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire d'hier, sur l'ensemble du territoire. Une Côte d'Ivoire paisible, un havre de paix. Pendant 2 jours, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Kouna-Bertin, séjournera à Bonois. Il échangera avec toutes les couches de la ville. Un reportage d'Abou Sanogo avec la collaboration technique de Richard Vao.
Soro Moussa David est le président de la CNMAEP, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation des pairs. Lui aussi a entamé une tournée. Soro Moussa David fait le tour des structures de bonne gouvernance. C'est l'inspection générale d'État qui lui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Et hier, c'est à la haute autorité de la bonne gouvernance qu'il est allé parler stratégie de lutte contre la corruption. C'était en présence d'Issa Tchonayeo. À la tête de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP. Depuis le 8 décembre 2021, le professeur Soro Moussa David a entrepris une tournée dans les structures de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce vendredi, il était à la haute autorité pour la bonne gouvernance, dirigée par Ngolo Koulibaly. La haute autorité pour la bonne gouvernance et la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ont des chantiers communs. Il était important de passer pour que nous puissions parler de ces chantiers et renforcer notre collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de ces chantiers. Les chantiers anciens, mais également les chantiers nouveaux. CNMAEP, haute autorité, nous devons travailler la main dans la main. Nous devons utiliser les moyens de l'État de manière concertée pour avoir plus d'efficacité, plus d'efficience. Il y a des anciens de la CNMAEP qui sont à la haute autorité. Cela va faciliter le travail que nous allons faire ensemble. Avant la haute autorité pour la bonne gouvernance, le président du MAEP a échangé avec son homologue de l'inspection générale d'État. Il se trouve que les deux structures ont des missions plus ou moins communes sur certains points. J'ai également décliné la petite idée que je me fais du programme au titre de l'année 2022. Et il était important de venir le soumettre pour qu'il puisse me donner les conseils et les orientations nécessaires, ce qui a été fait. Nous avons échangé sur la bonne gouvernance parce que vous savez qu'actuellement c'est un élément très important de conduite politique, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Et le président de la République, Alassane Ouattara, y tient fermement. Le MAEP est un instrument aussi essentiel pour cette bonne gouvernance. Donc nous avons échangé sur ce que nous devons faire dans le cadre des objectifs du président de la République. Le président du MAEP, Soro Moussa David, a promis rencontrer d'autres structures en charge de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Un reportage signé Issa Ayeo. Et si on faisait maintenant un tour dans les airs, le secteur aérien en Côte d'Ivoire prend son envol. Pour son décollage, des hommes de qualité sont formés et c'est à l'INPHB que la formation a lieu, précisément au centre de formation au métier de l'aéronautique. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Après donc plusieurs mois d'une formation pointue, théorique et pratique, la Côte d'Ivoire a ses premiers diplômés en master en management aéronautique. Le ministre des Transports a fait le déplacement de Yamoussoukro à la remise des diplômes. Kader Sogodogo y était aussi. Les premiers spécialistes en airline management formés en Côte d'Ivoire sont désormais aptes à exercer après 2 années de formation à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Cette formation est la volonté de cet institut et de l'École nationale d'aviation civile de Toulouse de donner un autre tournant à la Côte d'Ivoire dans le domaine. 25 auditeurs de Air Côte d'Ivoire, 3 de la Sodexam et 2 de l'ANAC. Ils sont au total 30 pionniers qui portent le label Made in Côte d'Ivoire. Ça a été 2 ans de sacrifice. Nous en sommes fiers en ces fins de parcours de recevoir nos différents diplômes. Et nous sommes disposés à mettre ces diplômes au service des différentes entreprises qui nous ont donné le bénéfice de participer à la formation. Une formation pilote qui se fait au sein de l'INPHB, qui reste finalement la première formation qui se fait au niveau du continent africain. Donc à partir de l'INPHB, à partir de Yamoussoukro, on a la possibilité d'être diplômé de l'École nationale d'aviation civile de Toulouse, basée en France. Donc c'est une belle réussite. Je remercie tous les acteurs de cette formation, à savoir l'équipe pédagogique, les responsables de l'ENAC ainsi que ceux de l'INPHB qui ont su vous encadrer et vous motiver durant ces 2 années de classe.
Le développement du secteur de l'aviation civile en Côte d'Ivoire doit se faire avec une ressource humaine de qualité répondant aux besoins actuels. Grâce à un premier partenariat entre Air Côte d'Ivoire et l'INPHB, 32 pilotes et 20 techniciens de maintenance aéronautique ont été formés sur le sol ivoirien. Avec ces nouveaux diplômés, le gouvernement tient certainement le bon bout. L'objectif du gouvernement ivoirien et du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être un hub puissant du transport aérien. Que la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un centre de maintenance important. Mais également que nous puissions donc avoir la formation donc, au métier de l'aéronautique. La vision gouvernementale est claire. Arriver très rapidement à faire de Yamoussoukro la plaque tournante de la formation au métier aéronautique pour la Côte d'Ivoire et sa sous-région. Et on peut l'ajouter, très cher Kader, c'est une formation qui a été entièrement dispensée en anglais. Là, on va redescendre sur terre, on va parler de véhicules d'occasion importés. Justement, comment se fait la procédure d'importation et quels sont les tarifs appliqués? Ces questions ont été posées aux douanes ivoiriennes et les réponses ont été apportées lors de la tribune hebdomadaire du CICG, tribune dénommée Tout savoir. C'était hier vendredi en présence de Lanciné Bakayoko. Au cours des échanges, de nombreux opérateurs économiques évoluant dans l'importation des véhicules d'occasion ont exprimé la nécessité d'aligner les coûts liés aux opérations de dédouanement sur le Bénin et le Togo, deux pays considérés comme flexibles en matière de collecte des recettes de porte. Une grosse erreur d'appréciation selon les douanes ivoiriennes qui explique que cela est dû à la différence entre les régimes de recouvrement et de pratiques. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas fait l'option d'accorder le régime de l'entrepôt aux véhicules d'occasion. On a réservé effectivement ce régime douanier-là aux seuls véhicules neufs, ce qu'on appelle les concessionnaires, ceux qui vendent les véhicules des grandes marques. Donc quand vous les achetez dans ces pays-là, vous les payez hors taxe et vous les acheminez ici, effectivement, pour les dédouaner. C'est ici, à la destination finale de ces véhicules-là, que vous payez les taxes. Contrairement aux véhicules neufs où la base taxable est fixée en fonction du prix d'achat, c'est la cotation du véhicule à l'Argus sur la base de la marque ou de l'âge qui est mise en avant pour les véhicules d'occasion. À titre d'exemple, les véhicules de tourisme payent 20% de taxes, les véhicules utilitaires et de transport de marchandises, 10%. Pour les véhicules à usage spéciaux comme les engins lourds, le droit de douane est fixé à 5%. Si le véhicule est d'un certain âge, 4 ans, il va coûter moins cher qu'un véhicule, par exemple, qui a 6 ans. Si un véhicule a 2 ans, il va coûter plus cher qu'un véhicule qui a 3 ans. Donc, en fonction donc, de l'âge, le véhicule donc, va avoir une certaine cote. Pas de panique pour les usagers. Des voies de recours existent pour contester la valeur attribuée aux marchandises. La saisine peut être orientée prioritairement vers le comité d'arbitrage de la valeur, une instance logée au sein de l'administration douanière. On va maintenant prendre la route de Kondoukro. À bord d'un véhicule neuf ou d'occasion, on vous le dira une autre fois. Nous sommes donc à Kondoukro, un village de Djebonoir au centre de la Côte d'Ivoire. La localité abrite de nombreux bénéficiaires du projet Filets sociaux productifs. Des bénéficiaires qui investissent dans des activités génératrices de revenus. Une fierté pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Belmonde Dogo s'est rendu sur place pour les en féliciter et les encourager. Charles Tatou, RTI Boaké. Activité de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Nous sommes à Kondoukro, localité de Djebonois, région de Gbeke. Ici, les bénéficiaires du projet Filets sociaux inscrivent leur localité dans la dynamique des villages modèles en matière de création d'activités génératrices de revenus, gage de l'autonomisation. L'exemple de Kouakou Amouekan Marie, membre de l'AVEC, qui a à son actif plus de 700 mètres carrés de culture de tomates et d'aubergines.
Quand j'ai commencé à faire, c'est des collectes d'argent de parts. On fait 1 part, 2 parts, 3 parts, jusqu'à 4 à avoir le mois. Dès que vous avez le mois, vous pouvez bénéficier d'un crédit. Et là, j'ai pris 60 000 francs pour commencer mon activité champêtre et ça a bien marché. Comme elle, ils sont nombreux dans le village. Les bénéficiaires du projet Filets sociaux qui fondent leur espoir sur l'AVEC pour la lutte contre la pauvreté. On nous a dit que quand tu es dans l'AVEC, vous épargnez. L'épargne, nous prenons du crédit dedans. Avec le crédit, on fait le travail et on rembourse. Donc j'ai pris, j'ai remboursé, j'ai eu un peu d'intérêt, j'ai repris encore. Deuxième phase là, la tomate que j'ai eu 3 tonnes. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas avoir 2 tonnes. Les résultats des activités de l'AVEC de Kondokro sont prometteurs. 3 millions de francs CFA réalisés comme ristourne. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, dans le village, pour présider la cérémonie de partage de cette épargne. La distribution des dividendes, un bel exemple mobilisant d'autres bénéficiaires à l'adhésion au système d'AVEC. Une visite guidée des activités génératrices de revenus menées dans le village. Nous avons visité un atelier de couture. Ici, nous sommes dans un champ de tomates et de gombo. Les AVEC permettent aux membres dans les villages de renforcer les liens et d'épargner. C'est surtout la culture de l'épargne. Et mieux, l'AVEC est accompagné d'un dispositif. Donc la sensibilisation, la formation, je dirais, au budget familial, l'accès aux soins de base. Nous emmenons les membres à inscrire les enfants à l'école. Nous emmenons les membres à déclarer les naissances. C'est tout un package qui accompagne l'AVEC. Ce n'est pas que le volet monétaire. Le système de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit demeure un autre puissant moyen d'autonomisation des populations rurales. Le village de Kondoko enregistre 5 AVEC. Et on en vient à ce chapitre qui s'invite dans chacun de nos JT depuis bientôt 2 ans. C'est le chapitre coronavirus, ce monstre qui continue de tout bouleverser dans nos vies, et des morts, des malades depuis tous ces longs mois. Nous sommes à ce jour à 789 morts du fait du virus malfaisant et à 81 109 malades depuis le début de la pandémie. Hier encore, 69 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires, des autorités qui nous recommandent chaque jour le port du masque de protection et le vaccin anti-Covid. En France, le pic des infections semble bel et bien passé et même si la pression reste forte à l'hôpital, le nombre d'admissions est en baisse. Les autorités ont donc annoncé hier de nombreux allègements des contraintes sanitaires. À partir du 28 février, les Français pourront tomber le masque dans les lieux clos où le pass vaccinal est exigé, tels que les cinémas, les théâtres, les musées, les restaurants ou les bars, sauf dans les transports. S'ils sont cas contact, ils ne devront plus faire qu'un seul test au bout de 2 jours. Dans cette grisaille de coronavirus, je vous invite à écouter l'Akbongor, ce rythme musical du centre de la Côte d'Ivoire, spécialité de notre regrettée Ala Thérèse. Cette chanteuse traditionnelle a la même coiffure appelée Akorou Kofié, celle qui formait un duo musical avec son mari, l'accordéoniste Ngoran Laloy, et le village d'Ala Thérèse, c'est Bofia, une sous-préfecture de Toumoudi. Serge Koléa a décidé de nous conduire en cette mi-journée sur les traces de cette dame d'exception décédée à 87 ans, il y a 1 an tout juste. Bofia, village natal d'Ala Thérèse, dans le département de Toumoudi. Décédée le 19 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, c'est ici que repose la reine de l'Akbongor. Depuis une 50aine d'années, la prêtresse de la musique tradimoderne Baoulé Ala Thérèse a mis le village sous les projecteurs. Aujourd'hui, à Bofia, son nom reste gravé dans les mémoires. Dans la cour familiale, nous rencontrons Kwasi, son petit frère.
Les discussions quotidiennes ici tournent autour de sa célébrissime sœur. Mes enfants et moi constituons une partie de la lignée de la famille. Sa renommée nous a permis d'avoir de l'aide et du soutien pour l'organisation de ses funérailles et son inhumation. C'est Allah Thérèse qui nous a fait connaître au monde. Grâce à elle, nous sommes connus aujourd'hui. Bofia compte une dizaine d'artistes tradimodernes reconnus et Allah Thérèse est un modèle et surtout une source d'inspiration. Maman la Thérèse, grand conwo, jagel le chisekania, grand contivier. Yo matama, papa sayase. Awa jagatama, papa sayase. Yo matama, papa sayase. Maman la Thérèse a été vraiment un modèle pour moi, particulièrement parce que, étant dans la même famille avec elle, je la voyais faire son activité musicale. Et avec les bonnes choses qu'elle apportait dans la famille, avec les Blancs qui la suivaient et partout le monde entier en parlait et tout ça. Donc forcément qu'elle m'a impacté. Je fais du tradi moderne chrétien, je fais de la congo bien sûr, mais un peu modernisé, avec d'autres instruments, par exemple la oko et puis le tam-tam aussi. Chaque artiste y va de son style et de son rythme en s'appuyant sur la congo, le genre musical d'Alla Thérèse. Pour garder l'authenticité de la congo et pérenniser l'héritage artistique laissé par la défunte, chacun y met du sien. Prince est le fils de Ngoran Laloua. Bénédicte est la nièce et sosie d'Alla Thérèse. Les deux jeunes ont décidé de réformer le duo Alla Thérèse Ngoran Laloua. Prince joue avec dextérité l'accordéon et Bénédicte chante et danse avec aisance la congo. On a décidé de former le groupe pour pérenniser leur œuvre. Voilà. Parce que si on arrêtait de jouer tout d'un coup, on n'allait plus entendre parler d'eux et leur image allait s'éteindre. Donc voilà la raison pour laquelle on a décidé de pérenniser leur œuvre. Entourés des mêmes percussionnistes que leurs parents, sans grand moyen depuis près d'1 an, ces deux jeunes revisitent le répertoire du mythique couple. On maîtrise tous les morceaux, parce que je répète avec mon appareil et aussi avec le groupe. Peut-être que c'est les chansons que j'ai jamais entendues que je ne maîtrise pas. Sinon, ce n'est pas une question de se vanter, mais on maîtrise. Faire vivre les notes de l'accordéon et surtout remémorer au public la voix sublime et adoucissante d'Alla Thérèse. Les cadres du village, avec à leur tête Édouard Loukou, neveu de la diva, entendent s'impliquer dans la restauration de cet héritage. On a un projet. Le projet, c'est que le fils du vieux qu'on appelle affectueusement la loi junior est un pur produit de l'INSAC. Et aujourd'hui, cet enfant a besoin d'être encadré de sorte à faire valoir ce que son père a commencé, faire mieux que son père. Et on est prêt à l'encadrer. Le staff de Alla Thérèse en général, et nous demandons l'aide de nos aînés, de nos frères, ceux qui ont aimé l'œuvre de la vieille, à leur donner les moyens, de sorte à leur permettre de continuer ce que la vie a commencé, pour qu'elle reste immortelle. En attendant la réalisation de ce projet par les cadres de Bofia, Prince et sa sœur continuent comme ils peuvent à chanter et à danser la congo. L'objectif est de pérenniser l'héritage artistique laissé par Alla Thérèse et Ngoran Laloua. Comment Bofia sauvegarde l'œuvre d'Alla Thérèse, un magnifique reportage de notre super reporter Serge Colléa.
Alla Thérèse, décédé en janvier 2020, lui, c'est hier qu'il a quitté la terre des hommes. Germain Kuiper, le chantre, est mort hier donc dans un accident de circulation alors qu'il était en partance pour Abengourou où il devait se produire. Puisse chacun de nos artistes décédés reposer en paix. Sachez que la mort n'arrête pas l'amour et vous êtes toujours parmi nous à travers vos œuvres qui, elles, sont éternelles. Au Mali, les autorités de transition ont révélé mercredi la création d'un mécanisme de concertation. Son objectif est la définition d'un chronogramme électoral consensuel en vue d'une sortie de crise et d'une levée des sanctions actuellement imposées par la CEDEAO au Mali. Mais ce mécanisme suscite des réactions mitigées. La CEDEAO, elle, tacle à 2 reprises l'initiative. D'abord en rappelant que des consultations techniques sont déjà en cours entre le Mali et le comité local de suivi de la transition. Ensuite en précisant que le groupe de travail ministériel, deuxième organe du mécanisme annoncé par Bamako, n'a pas été mis en place à ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain. Demain, dimanche, la veille du 14 février, jour de l'amour, nous allons recevoir Love Mentor dans le cadre du magazine du dimanche. Elle viendra nous donner la recette pour maintenir la flamme de l'amour allumée dans votre couple. C'est à ne pas manquer. À demain.